Nous sommes ravis d'être présents dans ce lieu auquel on commence à avoir nos habitudes, parce qu'on voit régulièrement avec le FNTC et le CRDPA. Donc là, c'est la conclusion de notre groupe de travail qui s'appelle l'archivage des données. On a bien travaillé pendant une année et on est fort content d'aboutir et de vous présenter notre sujet. Alors, il a été mis en ligne aujourd'hui sur le site de la FNTC, il le sera prochainement sur le site du CRDPA, parce que nous allons travailler ensemble. Alors, n'hésitez pas à le parcourir. François Luc l'a envoyé dans le rappel des invitations, donc vous avez accès aux documents. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à en discuter, n'hésitez pas à vous faire remonter si ce n'est pas compréhensible, ou si vous vous dites, oh, ils ont raté un sujet, voilà. On sera preneur de toutes vos remarques. Et donc, on va démarrer. Et on y va. Et François, tu nous présentes. Alors attention. Oula, pardon. Ah non, c'est plus moi. Bonsoir à toutes et tous. François de Lyon, trésorier CR2PA. Alors le CR2PA, qui connaît le CR2PA dans la salle? Ah bah, super. On n'a pas besoin de faire de présentation. Bon bah voilà. Alors la FNTC. Donc le CR2PA, à l'origine, c'est le club des responsables de projets et de politique et de projets d'archivage. Voilà, c'est pour ça qu'on a changé de nom, parce que déjà nous-mêmes on n'arrivait plus à savoir dans quel ordre c'était. Et puis surtout on s'est aperçu que en fait parmi les membres du CR2PA, il n'y avait pas que des responsables de politique et de projets. Des gens d'un peu tous les horizons et qui touchaient au sujet de l'archivage ou plus largement de la gouvernance de l'information également. C'est un club qui ne regroupe que des utilisateurs. C'est ça sa particularité principale, fondée en 2008, hein, je l'ai dit après. Et donc notre ambition principale, c'est, comme je dis toujours, dans une entreprise, si vous êtes à la RH ou à la compta ou un chef de projet DSI et que vous vous posez une question, vous vous retournez, et là vous voyez, là, déjà j'en ai 3 pour m'aider. Quand on est archiviste, en général, on se retourne, et là c'est plutôt là, je dis, ah bah ouais, je suis tout seul, ok, il n'y a personne. Et c'est là qu'est venue l'idée de créer ce club pour pouvoir se rendre service, s'interroger entre pairs et pouvoir avancer ensemble. Et puis juste pour conclure, aujourd'hui ça regroupe 35 grandes entreprises, alors 35 ou pro, ça dépend des années, entreprises et organismes publics. Alors, on a des conseils régionaux, on a des ministères, on a des entreprises du CAC 40, ça c'est mon ancien chef, il aimait bien dire ça. Beaucoup d'entreprises du CAC 40. Et voilà pour le CR2PA. Je passe la main à Pascal. Oui, pour présenter la FNTC qui est donc la Fédération des tiers de confiance du numérique, une fédération créée en 2001 par rapport à tout ce qui concernait l'essor de la dématérialisation et qui a évolué depuis maintenant plus de 23 ans, 23 ans déjà, avec donc différents segments, différents groupes, c'est-à-dire à la fois des institutionnels, des personnes qui représentent les experts, des entreprises privées, etc., etc., donc autour de différents collèges, c'est ça, c'est le terme, c'est collège. D'une part, d'autre part, c'est des groupes de travail, de nombreux groupes de travail, qui parlent de tous les sujets relatifs à la démat. On ne va pas épiloguer, on va de l'archivage à la signature en passant par l'identité, le KYC, RGPD, bon, toutes des choses qui sont en rapport avec la démat. Et puis là, il y aura sans doute un petit nouveau pour l'année qui vient, en fonction des actualités. Vous imaginez bien qu'il s'agira de l'intelligence artificielle pour un 11e groupe de travail. Nous regroupons à peu près 160 prestataires, experts du domaine du numérique, et nous essayons de faire avancer justement la cause de la digitalisation, mais une digitalisation fiable. C'est ça, c'est un mot qui est important au sein de la FNTC. Et voilà. Donc les intervenants, nous sommes donc ici. Donc je vais commencer par l'ordre de la table. Donc Florent Vincent, qui est donc responsable de partage de l'information chez Thales. Pascal Agosti, qui est avocat associé Cabrioli associé et docteur en droit.
J'aime bien ce type de docteur. Hervé Treff, qui est directeur de la stratégie digitale chez Xeliance, François de Lyon qui s'est présenté, qui est donc coordinateur des offres et outils d'archivage chez Bouygues Télécom, et moi-même, qui suis chargée de veille et d'archivage au sein du groupe EGIS. Sachant que nous ne sommes pas les uniques représentants de notre groupe de travail, il y a d'autres personnes qui sont d'ailleurs dans la salle qui ont participé aussi avec nous, et que nous remercions. Alors voilà aussi un peu le déroulé de notre présentation. Donc on va vous présenter les enjeux, on va vous présenter, vous avez toujours un point réglementaire, donc vous avez bien droit. Il y a la méthodologie avec Hervé et 2 cas d'usage avec Florent et François. Et après, vos questions. Alors comme tout bon sujet, là je pense à une petite pensée émue pour Amélie, puisqu'à chaque fois elle écoute le sujet, et j'aime bien sa façon d'aborder les thématiques. Donc nous allons parler de l'archivage des données. Alors peut-être que c'est un rappel, c'est une rediff de dire ce qu'est l'archivage, mais c'est quand même important quand on démarre un sujet de bien comprendre de quoi on parle. Donc voici la définition qu'on vous propose, c'est une démarche d'organisation destinée à identifier, trier, mettre en sécurité et conserver sur toute la durée nécessaire l'ensemble des documents donnés, là on a bien associé les 2 termes, engageant vis-à-vis de tiers vitaux pour les activités futures et dont le défaut présenterait un risque. Donc après je ne vous répète pas, ça doit garantir la pérennité, l'exécutivité, intégrité, enfin bon voilà, ça c'est voilà. On nous a donné aussi une définition de la donnée, qu'on a référencée comme ceci, représentation d'une information permettant sa communication, son interprétation et son traitement. Donc là, c'est que la donnée, mais vous savez, enfin, vous doutez bien qu'on ne va pas archiver une donnée les unes derrière les autres. Vu le monde actuel dans lequel nous vivons, ça ne serait pas possible. Donc on va plutôt parler d'archivage des données, et notamment de tous les flux qui circulent actuellement, ce qui nous appelle à notre contexte. Donc l'archivage, on sait maintenant archiver des documents numériques, informatiques. On arrive plus ou moins à s'en dépatouiller, mais on y arrive. Là maintenant, on sent qu'il y a un besoin qui est de plus en plus croissant, c'est l'archivage des données. Et on sent bien que c'est un enjeu pour nos entreprises, pour nos organisations, parce qu'on ne gère plus la volumétrie. Je suppose que dans tous vos organismes, ça doit déborder de partout. Il va y en avoir sur des serveurs, sur des gels, sur des disques durs, sur une clé. Tout d'un coup, il y a une clé qui arrive, on nous dit tiens, j'ai des données, ou sur des vieux logiciels, on ne sait pas, ils sont là, ils vivotent, et on découvre qu'il y a plein de données engageantes. Donc ça entraîne des coûts, ça entraîne une empreinte carbone, c'est quand même des sujets qui sont importants dans nos organismes et auxquels on se pose beaucoup de questions. Après, il y a plein de formats. Vous devez quand même désarçonner, je pense, par rapport à certains formats qui datent peut-être d'il y a 20 ans. On a gardé au cas où, parce qu'on ne sait jamais, il y a toujours le au cas où qui est là, ou même des formats actuels qui sont dans des outils propriétaires. Et est-ce que dans 20 ans, on sera encore en capacité de les lire? On ne sait pas. Et après, il y a toutes les interfaces de traitement. Les données, elles ne sont jamais comme ça balancées. Un livre, je peux le lancer, paf, il y a du papier, tout ça, j'arrive à le lire. Les données, si je n'ai pas les outils qui me permettent de les lire, ça peut être compliqué certaines fois. Donc c'est toutes les interrogations qu'on a eues en amont. On a essayé d'y répondre, mais on va vous proposer un regard. Et après, pour toute organisation, il faut, comme d'habitude, se poser la question de savoir pourquoi vous voulez archiver. Donc en règle générale, on fait une analyse de risque. Peut-être que ce n'est pas nécessaire d'archiver. C'est peut-être certaines réponses qu'on va vous donner. Peut-être qu'il faut les conserver telles qu'ils sont. Peut-être qu'il faut justement réfléchir à la conservation de certaines données qui sont engageantes, puisque la responsabilité de notre entreprise doit être engagée. Et là, il va falloir être capable de les restituer et de les relire. Est-ce que les durées de conservation sont identiques? Est-ce qu'elles sont différentes? Est-ce que c'est un sujet? Ou est-ce que ça n'en est pas? Et surtout, quel est l'enjeu pour l'organisme dans lequel nous travaillons? S'il n'y en a pas, peut-être qu'il ne faut pas archiver. Il faut peut-être éviter de se poser des questions quand il n'y en a pas. Et là, on va aborder le point réglementaire. Merci Chantal. Donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que dès le moment où on dit le mot données, eh bien, ça ouvre une boîte. J'ai pas dit une boîte de Pandore, vous noterez. Mais ça ouvre une boîte. Pourquoi? Parce que l'Union européenne a décidé de mettre en place un cadre réglementaire spécifique pour l'ensemble des données. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve de plus en plus avec ces données qui innervent l'ensemble de la société et de l'économie numérique. Donc, vous le voyez, évidemment,
nous voyons que par rapport à la réglementation pour la protection des données à caractère personnel, eh bien, nous avons cette réglementation qui est omniprésente, qui est le RGPD, mais d'autres réglementations ont progressivement pris leur essor. Le règlement concernant la liberté de flux de certaines données, c'est un règlement de 2018, un règlement européen de 2018, qui explique justement, d'un point de vue sécurité, ce qui est attendu. Cela parle des données à caractère personnel et non personnel. Donc c'est quelque chose qui est assez neutre. C'était l'un des premiers actes baptismaux de ce marché de la donnée. Ensuite, vous avez deux autres textes que je vais évoquer dans les slides qui suivent, que sont le Data Governance Act et le Data Act. Après, parce que là, j'ai presque fini. Ce que je vais dire par là, c'est que ces deux textes ce sont les axes du marché de la donnée avec les règles qui vont s'appliquer pour ce qui va concerner l'utilisation, le partage de la donnée, puisque ces éléments sont aussi de nature à remettre le consommateur en responsabilité, en maîtrise de ces données. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais pourquoi faire? Parce que, vous l'avez vu sans doute passer à la fin du premier semestre, il y a un règlement qui est sorti. Le règlement sur l'intelligence artificielle, l'AI Act, et il faut bien nourrir la bête. Et avec quoi on la nourrit, cette bête? On la nourrit avec de la donnée. Donc, ce qu'il y a d'important, c'est responsabiliser l'utilisateur de données, ainsi que les différents fabricants, détenteurs de données, qui peuvent être d'autres, pas forcément vous, mais une entreprise, etc., par rapport aux règles de gestion, et savoir comment je vais nourrir la bête. À côté de ces textes, qui sont des textes, je dirais, génériques, vous avez d'autres textes qui traitent de données dans des domaines spécifiques. Je pense au domaine des données de paiement et des données financières, avec le FIDA. C'est quelque chose qui va avec un pack paiement, un pack qui va sortir dans quelques, je pense que c'est soit l'année prochaine, soit dans 2 ans, qui va remettre là aussi le consommateur, mais le consommateur du service de paiement et du service financier au cœur de la maîtrise de ces données. Donc vous le voyez, on est véritablement sur un inversement du rapport, une inversion du rapport que l'on a l'habitude de voir, puisqu'on dit souvent que les données, c'est le patrimoine des banques ou des différentes entreprises. Là, on inverse ce rapport, on remet le consommateur, l'internaute moyen en maîtrise de celle-ci. J'aurais pu parler des données de santé aussi, puisqu'il y a d'autres textes. Je vais vous parler du Data Act. Le Data Act qui est sorti à la fin de l'année dernière et qui a pour objectif, justement, par rapport à des objets connectés, de pouvoir mettre à disposition les données issues de ces objets connectés, des données qui me concernent, et de pouvoir les mettre à disposition d'autres personnes que, par exemple, le fabricant de l'objet connecté, vis-à-vis, justement, on peut déterminer que c'est soit le fabricant, soit au contraire une personne qui a pris l'objet connecté, qui l'a paramétré et qui l'a mis à votre disposition. Et cette personne, c'est plus un fabricant, c'est un détenteur de données. Vous le voyez, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une pluralité d'acteurs. Donc, on est sur quelque chose qui, là encore, remet en exergue ce besoin d'une généralisation, mais aussi d'un encadrement autour des règles portant sur ces données. Alors les objectifs du Data Act, il y en a 3. Premier objectif, c'est le partage des données entre les entreprises et les consommateurs. Le deuxième, sur la portabilité et l'interopérabilité des données. Et le dernier, sur la mise à disposition des organismes du secteur pour certaines données en cas de besoin exceptionnel, c'est-à-dire il y a une nouvelle épidémie qui arrive ou une attaque terroriste, etc. Le partage des données, comme vous le voyez, ça va créer de nouveaux droits
à destination des utilisateurs d'objets connectés. Il va falloir faire évoluer le cadre contractuel sur lequel on s'appuie. Donc, déjà sur ce partage des données entre les entreprises et les consommateurs, de nouvelles règles, une nouvelle façon contractuelle de penser la relation que j'ai au consommateur. Je suis désolé madame, je vois que vous faites une drôle de tête, c'est ainsi, on ne peut pas faire autrement. Portabilité et interopérabilité des données, là c'est plus par rapport à des questions relatives au cloud, c'est comment est-ce que je fais pour... en fait, vous connaissez peut-être le droit à la portabilité des données de façon RGPD, là c'est une déclinaison pour d'autres données de ce droit. Et donc c'est un droit étendu. Et enfin, ce que je vous disais sur le caractère exceptionnel de la mise à disposition de certaines données auprès d'organismes du secteur public. Donc, sachez que ce sont des choses, voilà, c'est des objectifs. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que la vraie question, c'est ça. On parle de stock, on parle d'archivage. Mais en fait, comme vous le voyez, on ne parle pas forcément d'archivage dans ces textes, mais on parle de stockage. Le stockage, c'est un petit peu différent d'archivage. C'est pas la même chose. Pour moi, vous avez vu la définition que vous avez donnée Chantal en introduction. Moi, je mets autour de la notion d'archivage des contours juridiques. Il faut que cet archivage nous permette, à un instant donné T, de pouvoir démontrer la conservation de la valeur probatoire de tel ou tel document ou données dans le temps. C'est ça aussi. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai regardé un petit peu les occurrences du mot stockage ou archivage à l'intérieur de ce premier règlement, et on voit une chose qui est très importante, c'est qu'il apparaît le mot stockage, mais par rapport à ce qui est attendu dans le cadre des contrats qui innervent le domaine du Data Act et le domaine du partage des données issues d'objets connectés. Donc, c'est une attente contractuelle, c'est ce que j'appelle une clause qui va se figurer dans un contrat forcé. Il faut absolument indiquer comment je vais stocker les données de manière à assurer ultérieurement leur transfert et leur interopérabilité. Ça, c'était le premier, c'est le Data Act. Il y en a un peu plus vieux, qui est le DGA, le Data Governance Act, qui est là, lui aussi, pour favoriser, comme vous le voyez, la disponibilité des données. Je vais me relire. Ce qui est important, c'est qu'il y a une réutilisation des données. Ces données sont plus ce sont des données qui sont à caractère plus public, ce sont les données qui sont détenues par les organismes publics. Donc, savoir un petit peu que ces données peuvent être éventuellement utilisées par n'importe lesquelles, celles qui ne seraient pas protégées. Et donc, déterminer comment on va pouvoir, là aussi, utiliser certaines données qui sont relatives à ces organismes publics. Comment est-ce que je vais pouvoir les réutiliser ultérieurement? Vous avez la même chose sur le service de partage des données, où on se retrouve avec cette question autour de l'intermédiaire entre les utilisateurs et les personnes morales détentrices de données. Vous voyez que le maillage qui a été fait entre le Data Governance Act et le Data Act met en exergue une véritable architecture, mais y compris sur des rôles. Donc cet intermédiaire par rapport au partage des données a quelque chose de plus. Enfin, le registre des organismes altruistes, donc là encore, ce sont des organismes publics qui décident de mettre à disposition du public ou des autres entreprises, eh bien, certaines données, on ne le fait pas n'importe comment, suivant un cadre que vous voyez qui est présent à l'article 18.a, b, c, d, e, qui va permettre de faire. Là encore, on peut se poser la question de, et le stockage dans tout ça? Là aussi, on voit que pour les services d'intermédiation de données, eh bien, il y a des attentes autour du stockage. Donc, il faut pouvoir s'assurer, dans tous les cas, que s'il y a stockage de données, on doit pouvoir assurer, par exemple, l'interopérabilité, le niveau de sécurité attendu. Je dirais quelque chose d'assez... c'est assez tautologique dès le moment où on est dans le domaine du numérique. Pourtant, ce sont des choses qui sont prévues dans le cadre du règlement. Enfin, donc voilà, ça va être précisé dans le cadre d'un acte délégué qui devrait sortir
par rapport notamment aux conditions de stockage. Et juste pour finir, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que tous les textes réglementaires européens traitent du stockage et on ne peut pas faire fi, on ne peut pas faire l'économie d'un raisonnement, d'une réflexion autour de comment c'est stocké pour être sûr, pour pouvoir comprendre comment je vais le partager ultérieurement. Donc, ce sont des choses qu'il faut prendre en considération et partez d'un principe. Ok, on parle de stockage, mais ce qu'on attend avant tout, c'est de garantir la fiabilité de la donnée qui sera partagée. Donc on a tout un travail à faire de qualification de la donnée au moment du stockage pour pouvoir être restitué en bonne et due forme. Après, ces éléments autour d'un volet réglementaire, je pourrais être beaucoup plus long, mais on va éviter. On va pouvoir parler un peu de méthodologie. Et c'est Hervé qui s'y colle. Merci Pascal. Effectivement, on va revenir un peu plus concrètement dans la partie méthodologique. On essaie de définir une méthode relativement simple qui est basée sur déjà une évaluation de la problématique d'archivage des données. Afin de pouvoir déterminer des stratégies, on va en voir 3, et derrière chaque stratégie, il y a des méthodes qui peuvent être mises en œuvre et des choix d'outils correspondants. Aujourd'hui, on n'a pas été jusqu'à identifier des benchmarks d'outils par solution, parce que c'est un très gros travail et puis c'est pas forcément la vocation du groupe. Mais au moins, ça permet un peu d'orienter des prescriptions et des besoins en matière d'archivage. C'est même un grand mot, parce qu'on va voir qu'on ne va pas forcément être systématiquement dans le système d'archivage. Donc les 4 critères principaux qu'on a identifiés comme ayant un impact sur le choix d'une stratégie sont illustrés là dans ce schéma. Le premier est la volumétrie. Autant, effectivement, comme l'a dit Chantal, on sait assez bien gérer des documents qui sont par essence des agrégats de données, mais les volumétries sont rarement très élevées. En réalité, à une échelle informatique, voilà, qu'on va commencer à parler dans les du CAC 40 d'une centaine de millions de documents, c'est déjà beaucoup, vous voyez. On parle de temps en temps de quelques milliards dans des gros groupes bancaires ou des grosses administrations, mais on ne va pas au-delà. Par contre, dans la donnée, on est vite au milliard, voire aux dizaines de milliards de données, et ce n'est pas du tout les mêmes systèmes qui vont permettre de gérer, 1 million de données ou 1 milliard de données. Ce n'est pas le même coût, ce n'est pas les mêmes natures de systèmes. Donc cette donnée de volume est extrêmement importante et c'est elle qui principalement va générer des coûts. La deuxième donnée, c'est le niveau de sécurité qui est attendu. Donc, vous avez vu que Pascal n'a pas identifié de moyens de sécurité d'ailleurs. Dans les règlements, on voit une obligation de sécuriser, certainement des engagements et des pénalités, des choses derrière, mais comment concrètement vous allez faire, et notamment est-ce que vous imposez une notion de valeur probante à votre donnée? C'est spécifié nulle part, on parle même plutôt de stockage, j'ai remarqué dans tes propos. Donc là, effectivement, en termes de sécurité, est-ce qu'on va avoir besoin d'avoir un accès, je dirais plutôt long terme à la donnée? Est-ce qu'on a besoin de démontrer que cette donnée n'a pas été falsifiée depuis sa production? Là, ça va avoir une grosse dépendance sur le choix du système qui va être mis derrière, les mécanismes de protection de la donnée. Je dirais qu'aujourd'hui, d'ailleurs, la préoccupation sur la donnée n'est pas tant sur son intégrité, mais plus sur la pratique de confidentialité. Vous voyez tous les jours là, les fuites de données. C'est vraiment là en fait, où est le gros problème. Donc c'est plutôt un problème de sécurité de l'accès, de la confidentialité des données. La pérennité des données peut être remise en cause dans certains cas, accidents industriels, etc. Là, il faut revenir à la donnée source pour pouvoir démontrer que les calculs, par exemple, étaient viables. Le troisième niveau est très important, c'est la notion d'usage. On sait qu'en archivage, les usages sont quand même relativement faibles par rapport à la masse de données. Et là, il faut se poser la question, est-ce que j'ai besoin, par exemple, quand j'ai décommissionné un système d'information, de maintenir un accès quasiment courant et unitaire à des utilisateurs lambda à certaines informations, ou est-ce que je la garde dans un coin et au cas où, je devrais être capable de ressortir cette donnée parce que j'ai une enquête particulière qui est donnée. Donc ce n'est pas du tout aussi les mêmes stratégies, les mêmes coûts. Plus vous avez un usage étendu et fréquent, plus ça va être coûteux au moment de l'archivage. Moins vous avez un usage fréquent, mieux vaut être très très basique en archivage et puis générer des coûts si un jour vous en avez besoin. Et le troisième point, c'est la notion de format, parce que quand même on coche un peu toutes les cases en disant oui, il faut bien archiver les données, comment on va faire, sachant que les données sont
rarement dans des structures simples. On va vite rentrer dans des choses complexes. Par exemple, une base de données, on va plutôt parler de modèles relationnels, avec des modèles qui peuvent être extrêmement complexes, avec des centaines de tables de relations dans tous les sens. Et quand bien même vous avez archivé de la donnée, en fait, c'est pas un problème d'archiver de la donnée. Une donnée, c'est un traminaire, c'est un objet informatique, il suffit de le mettre quelque part. Mais le problème de l'archivage, c'est de pouvoir l'interpréter. Et quand vous avez des milliards de données diluées dans différentes tables, arriver à reconstituer quelque chose de cohérent, ben, c'est loin d'être évident. Donc en fonction de la complexité, effectivement, on ne va pas apporter les mêmes stratégies. Alors, quelles sont ces stratégies? On en a identifié 3, c'est schématique, il y en a peut-être plus ou certaines qui peuvent être hybrides, mais elles ont mérite au moins de centrer un peu le débat. La première stratégie qu'on propose, c'est un peu la méthode historique, c'est avoir la capacité de reconstruire un système permettant d'exploiter les données. C'est ce qu'on voyait historiquement dans le modèle OIS, hein, en fait, tout le monde connaît ça, on va archiver la donnée, on va archiver également le logiciel. Enfin, c'est ce qu'on fait pour les documents, un logiciel qui permet de lire la donnée et pourquoi pas le système d'exploitation qui permet d'exploiter le logiciel et pourquoi pas la machine qui permet de supporter le système d'exploitation. Et on voyait effectivement chez nous, on archive en physique des machines encore dans certains cas. Maintenant, est-ce que c'est une méthode fiable? Pas forcément, il y a peu de monde qui a essayé de remonter des machines des années 60, ça peut marcher, mais bon, ça risque d'être compliqué. On peut quand même avoir des données un peu plus... Enfin, des stratégies un peu plus pertinentes avec les systèmes d'émulation, parce que maintenant on peut très rapidement remonter via des systèmes de déploiement différentes versions d'un logiciel. Donc on pourrait avoir des services à un moment qui permettraient de dire remonte-moi un AutoCAD des années 90, et hop, on clique sur un bouton, ça le remonte, ce qui permet de réexploiter, ou des viewers, etc. Je suis désolé. Il y a qui sonne. J'ai oublié d'écouter mon téléphone. La deuxième stratégie, ça serait de se dire, en fait, on va revenir sur l'avantage du document, qui est cette fameuse agrégat de données, et pour s'affranchir de la dépendance au système d'information producteur ou qui permettent de lire. Donc c'est de dire, je vais produire des documents qui vont contenir soit des données unitaires, soit un ensemble de données sous forme d'état. Et là, n'importe quel système d'archivage revient dans son métier, qui est de lire des documents, donc on va pouvoir les gérer. Sur des formats, alors ça peut être des formats PDF s'il s'agit uniquement de pouvoir lire à l'œil humain des données de manière intelligible sur des états, mais ça peut être aussi des formats structurés de type JSON ou XML, qui présentent aussi l'avantage de pouvoir réimporter cette donnée, pouvoir la réexploiter de manière statistique, etc. Un XML, c'est un document comme un autre. Peut-être moins intelligible par l'humain, mais c'est quand même, à part pour les archivistes, sinon c'est compréhensible. Le troisième point, également, ça va être... ça va être de pouvoir plutôt se dire, on va rester sur la donnée source, la donnée essentielle, je dirais, l'enregistrement unitaire. Comme on a une problématique de volumétrie souvent importante, on ne va pas archiver unitairement les choses, mais en réaliser des blocs. Si vous avez 1 milliard de documents, vous pouvez faire 1000 blocs de 1 million. Et archiver 1000 documents, c'est pas très compliqué. Archiver 1 milliard d'enregistrements unitaires, c'est plus compliqué. Je vous dis ça, mais j'ai déjà vu dans des appels d'offres qu'on nous demandait effectivement d'archiver des enregistrements unitaires, par exemple de compteurs électriques, où il y en avait plusieurs milliards par an dans les systèmes d'archivage. Ça coûte un peu cher. Voire le système ne va pas tenir. En réalité, parce que c'est pas fait pour, il faut savoir que dans un système d'archivage, pour un fichier archivé, il faut avoir 3 ou 4, voire jusqu'à 10 fichiers autour qui permettent de gérer les logs, etc. Donc ça veut dire que ce n'est pas 1 milliard d'objets que vous allez stocker, mais 10 milliards d'objets. Et là, on n'est pas sur les mêmes structures de coûts. Voilà. Alors on va revenir sur quelques exemples sur la première stratégie, d'avoir la capacité de reconstruire le système qui permet d'exploiter les données. Le mieux, c'est reprendre le système qui les a produits, donc pouvoir émuler le système source. C'est la stratégie dont je parlais, où on va partir sur les systèmes d'émulation qui permettront de lire, et ça vous garantit une certaine forme de fiabilité si vous arrivez à bien gérer une fiabilité de l'interprétation des données qui va être restituée à l'écran. La deuxième, ça va être de se dire, en fait, je vais documenter, par exemple, dans le cadre du décommissionnement d'un système d'information, je vais documenter le modèle de données. Et si j'en ai besoin, n'importe quel informaticien du monde, normalement, est capable de remonter un modèle de données pour pouvoir les exploiter et remettre en relation les données entre elles. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous allez générer un coût a posteriori. Et la troisième méthode est de faire une migration. Donc là, vous allez plutôt avoir des coûts au moment de l'archivage et transposer ce modèle de données dans des systèmes un peu génériques. On va parler par exemple du modèle SIAR qui avait été développé par les Suisses
Il existe des systèmes plus propriétaires comme un Forkite d'OpenText ou des systèmes plus petits, mais en fait vous allez rentrer dans une espèce de matrice qui permet de reproduire des modèles de données de manière un peu universelle. On est vite dans des systèmes coûteux, des opérations de migration coûteuses. Par contre, ça vous permet d'avoir un accès à la donnée assez rapide. Dans la deuxième stratégie, c'est on va produire des états donc, qui vont être directement exploitables. Donc on veut justement s'affranchir de cette problématique de système d'information source. Donc on va archiver dans des documents intelligibles, typiquement des PDF sur des états. On va pouvoir structurer des groupes de données en langage structuré, j'en parlais tout à l'heure, des JSON, des XML qui permettent d'avoir peut-être des relations un peu plus complexes dans les documents que ce que vous pouvez voir dans un PDF et les réexploiter. Ou alors archiver des états consolidés, ça c'est une idée qui est plutôt intéressante. Il faut réfléchir à l'usage de la donnée. Par exemple, je reprends mon histoire de voir. Je prends des données par exemple météorologiques. Est-ce que c'est important d'archiver chaque point de mesure, chaque minute de chaque instrument? Est-ce que le besoin, ce sera pas plutôt de faire des statistiques, donc du coup d'avoir des états consolidés en quotidien ou en mensuel, etc. Et là, vous allez peut-être réduire par 1000 votre volume de données. Parce que ce qui est important, c'est pouvoir retraiter de la donnée statistique. Et j'ai peut-être plus besoin de la donnée unitaire. Ça peut être une forme d'économie en fait, qui permet de dire je me force à faire de la BI et de conserver ces états de BI pour pouvoir économiser sur le volume de données et le rendre plus facilement exploitable. Voilà donc 3 méthodes sur la deuxième stratégie. Et la troisième stratégie, elle est plutôt orientée sur une volumétrie très élevée. C'est ça qui nous pend au nez un peu, c'est-à-dire que là on produit énormément de données, on va parler d'outils, de choses comme ça. Là, ça commence à être compliqué de gérer de telles volumétries, de data lake, par exemple, on va parler de milliards de données. Donc on peut se dire, je vais déjà archiver des blocs de données, c'est l'exemple que je donnais. Faites des blocs d'1 million proprement structurés, donc en fait vous avez ensuite un moteur qui permet d'accéder au bloc et des outils de visualisation qui permettent d'aller naviguer dans le bloc pour aller retrouver votre information par exemple, ou exporter le bloc et réintégrer dans un système qui saura le lire. Donc ça c'est des moyens économiques je dirais pour pouvoir préserver la donnée. Une deuxième, mais qui ne permet pas de faire des requêtes sur des données unitaires. C'est ça un peu le pendant de ça. Ce qui vous permet par contre de dire je sais sécuriser, archiver des données qui ont besoin d'être accessibles, sur lesquelles j'ai besoin de requêter, par exemple dans un data lake, c'est en fait appliquer les mêmes principes de sécurisation qu'on refait un SAE, c'est-à-dire une forme de blockchain interne. Là c'est un peu plus technique, c'est-à-dire qu'on va prendre chaque enregistrement de données et calculer une empreinte numérique de ce document qu'on va essayer de sceller. Donc, vous pourrez dire, je mets cette empreinte dans une blockchain. Vous allez vite faire 1 milliard d'inscriptions dans votre blockchain, ça va être tout. L'idée, c'est plutôt, je vais prendre un bloc, par exemple, d'1 million d'enregistrements, et je vais y appliquer ce qu'on appelle un arbre de Merkle, c'est-à-dire je vais calculer le hash de chaque enregistrement, puis je vais faire un hash de hash de hash de hash de hash de hash jusqu'à arriver à une racine. C'est-à-dire que pour 1 million d'enregistrements, j'ai juste une empreinte numérique qui me permet de vérifier que si un seul des 1 million d'enregistrements a été falsifié, mon hash est plus bon. En fait, c'est le même principe que la sécurisation documentaire, et c'est juste ce hash-là que vous allez peut-être poser dans une blockchain ou sceller avec une signature, un jeton de data, etc. Donc ça vous permet de conserver par exemple votre data lake tout en apportant une garantie d'intégrité dans le temps. J'irai à mon groupe. Donc on a présenté là 6, 7, 8 méthodes, ça n'a pas vocation à être exhaustif, ça donne des grands principes. Ça aura peut-être vocation à être enrichi dans les futures éditions du guide si on continue les travaux. Et on passe au cas d'usage. Là encore, comme vient de le dire Hervé, sur les cas d'usage, on ne va pas tous vous les montrer. Il y en a 2 qui sont prévus. Il y en a plus dans le guide. Je vous présente le cas d'usage sur les comptabilités informatisées. Alors celui-là, moi je l'aime bien parce qu'en fait il est super simple. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être à 15 autour de la table pour se poser toutes les questions qu'on a évoquées au début, puisqu'on a les finances publiques qui nous aident. Donc ça c'est génial. Il y a un bulletin officiel qui dit plein de choses. Et c'est ce qu'on retrouve dans les carrés bleus. Alors le nom du bulletin, il est là, je ne vous le dis pas. BOI, BIC, DECLA, 30, 10, 20, 40, 20, 18, 07, 20. Et je n'ai pas dit les tirets. Ce qu'il faut retenir, c'est déjà le départ. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce bulletin sur les comptabilités informatisées? Il nous dit qu'à partir du moment où votre entreprise, votre organisme gère sa comptabilité de manière informatisée, donc elle n'a plus de livres, elle ne fait plus
ses fiches de salaire sur du papier, etc., elle est obligée de produire en cas de contrôle des objets informatisés. Donc on oublie, on n'imprime pas les données pour les donner au contrôleur, on est sur de l'informatique, il veut de l'informatique. Et qu'est-ce que nous dit aussi le bulletin? C'est que ce qui va intéresser les contrôleurs, c'est pas seulement les données, mais c'est les traitements qui ont permis d'arriver à calculer le chiffre d'affaires et du coup la déclaration de TVA derrière, et toute la documentation associée. Alors la documentation associée, au sens très large, c'est la documentation qui va expliquer comment fonctionnent les outils, comment fonctionnent les traitements, qu'est-ce qu'on fait des données, etc., etc. Ça répond déjà à ma première question, les volumes. Donc, bien sûr, ça va dépendre de la taille de mon organisme. Moi, je suis chez Bouygues Télécom, un peu plus de 20 millions de clients, plein de systèmes techniques qui permettent de générer le chiffre d'affaires. Et donc, derrière, on imagine qu'effectivement, il y a du volume. Donc, sur mon diagramme, on appelle ça une toile d'araignée, hein, c'est ça. Sur ma toile d'araignée à 4 branches, la volumétrie, eh ben, je vais être très haut, je vais avoir un besoin fort sur la volumétrie. Sur la sécurité, là aussi, bah, j'ai qu'à lire ce que dit le bulletin. Hein. Donner date certaine aux documents et donner pour une période utile. Donc là, j'ai répondu à ma question. Ce sont des données fiscales, donc on est sur des données qui sont sensibles. Et en plus, je vais avoir besoin de vocation probatoire. Je vais aller sur un SAE. Les usages, alors là, c'est pas dans le BOI, mais par contre, on sait qu'on n'est pas contrôlé non plus tous les jours, et que ces données vont principalement servir qu'en cas de contrôle, donc je vais avoir un usage très faible. Et enfin, les formats, là encore, je me reporte au BOI, il est très clair. En gros, pour vulgariser, il me dit, vous voulez jouer avec des données propriétaires, vous pouvez, mais moi je ne saurais pas quoi en faire. Donc si vous voulez que votre contrôle y tienne la route et pas être redressé, utilisez des formats simples, des formats à plat, et il donne des types, hein, type TXT ou CSV. Par exemple, ça ouvre quand même d'autres petites portes. Donc voilà, j'ai fait le tour, je sais que je vais avoir une grosse volumétrie, je sais qu'il me faut de la sécurité, usage pas vraiment, et sur les formats, j'ai pas une grosse contrainte, puisque en gros, il va falloir que je convertisse tout sur des formats assez simples, du texte, des fichiers à plat. Tu peux y aller. Alors, cette slide-là, vous ne la trouverez pas dans le guide, elle illustre comment ça marche chez nous, chez Bouygues Télécom. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que c'est la plupart du temps le cas dans les organismes et les entreprises qui sont contrôlées. On a un service fiscalité et c'est là que la demande arrive. Donc on a une personne qui reçoit un courrier un jour qui lui dit, bah voilà, vous avez 15 jours pour me produire telles informations. Ok. À partir de là, elle a le BOI, elle sait ce qu'on va lui demander. On va lui demander, bien sûr, les données qu'on va archiver dans notre SAE. On va lui demander les traitements, qu'est-ce qu'on a fait comme traitement pour arriver à ces données, et là eh ben, elle va les demander à toutes les maîtrises d'œuvre de tous ces systèmes techniques de l'accompagner pour venir expliquer aux BVCistes, à la brigade de vérification des contrôles des comptabilités informatisées, comment on travaille. Et puis, on va aussi lui demander de la documentation pour expliquer comment tout ça fonctionne. Et là, encore une fois, elle va aller se reporter sur ses maîtrises d'œuvre qui, elles, ne vont pas garder leurs informations. Là, on n'est plus sur la donnée, mais on est sur du document. Des documents qui vivent, puisque chaque fois que le système technique il évolue, on va faire évoluer la spécification technique, etc., etc. Et là, c'est des documents qu'on va plutôt retrouver chez nous, en tout cas, dans les GED. Et une fois qu'elle aura réuni tout ça, elle va pouvoir rendre sa copie à la brigade. Voilà comment ça se passe en gros chez nous. Voilà pour mon cas. Laurent. Merci. Donc moi je parlais d'un autre cas d'usage qui
tourne autour de l'archivage du logiciel. Donc dans ce premier slide, je vais d'abord mettre un peu de vocabulaire, pour pas que tout le monde qui soit dans l'informatique, en prenant un exemple très simple, j'ai volontairement simplifié les informations, mais ça devrait suffire pour étayer mon discours. Donc, on va prendre par exemple l'exemple je veux faire un logiciel, une application pour un mobile, donc pour Android ou pour iOS. Donc sur la partie de gauche, je vais, on va dire, utiliser un PC par exemple, sur lequel, a priori, j'ai un Windows ou bien j'ai un Mac avec un iOS, bref, sur lequel j'ai ce qu'on appelle un environnement de développement, donc on va dire des programmes qui vont me permettre de, comme on dit, faire du code, définir un langage, à partir d'un langage, écrire des lignes de code, on voit souvent ça dans les séries, plein de belles lignes. Et à partir de ça, ça va générer ce qu'on appelle un logiciel. Et ce logiciel, c'est mon application que je vais mettre, par exemple, dans mon téléphone portable. Donc comme on voit, à ce niveau-là, il y a déjà, toutes ces couches sont dépendantes. C'est-à-dire que sur la partie de gauche, mon système d'exploitation marche sur le PC, mais que ce PC-là. Mon environnement de développement, il marche que sur cette exploitation. Et notamment, j'ai utilisé mon environnement de développement, ça va être, par exemple, je vais parler un peu de langage, je vais utiliser du Java, et donc le source va être du Java. Donc tout est lié. Donc c'est important cette dépendance parce que lorsqu'on archive, il va falloir aussi gérer ces dépendances. Si je veux archiver mon logiciel, parce que je produis ce logiciel, je vais l'envoyer à quelqu'un, donc ça va m'engager. Donc là, j'archive un logiciel, il n'y a pas de problème particulier. En revanche, je peux avoir des besoins de traitement sur mon application source. Dans ce cas-là, je vais devoir travailler sur la partie de gauche. Donc la partie de gauche... C'est bon, on était deux, on a deux. Désolé. On parallélise. Donc je vais reprendre mes différentes couches. Je l'ai illustré à droite sur le logiciel d'une navette de la NASA par exemple. J'aurais pu prendre la DeLorean de M. Marty. Ah non, c'est pas de Marty. Marty McFly. Non, c'est pas. La DeLorean, elle n'est pas elle est ad hoc. Elle a Doc Brown. Voilà. Effectivement, au professeur. Et donc, sur la partie de gauche, on voit toutes les problématiques. Parce que par exemple, si j'ai fait un logiciel en 85, que ce soit mis dans ma... Il est sorti en 85, normalement. Le 15 novembre 85. Voilà. Ou bien mon logiciel qui va aller dans ma navette spatiale, je l'ai à droite, c'est du vrai code de l'époque. J'ai utilisé un compilateur, donc un langage qui s'appelle HAL, qui tourne sur un système d'exploitation qui s'appelle du MVS, qui s'appelle des gros systèmes sur une série 360 d'IBM, qui est un gros ordinateur. Donc vous doutez bien que ça c'était dans les années 70-80. Maintenant, ça a éventuellement dans des musées, mais on ne trouve pas souvent. Donc le problématique que l'on va avoir, en fait, c'est si je dois récupérer ce logiciel et que McCarthy me demande, j'aimerais bien avoir Internet sur mon tableau de bord. Si j'ai que le logiciel, le programme, je ne vais pas faire grand-chose. Donc je vais devoir revenir à la source, donc ça veut dire qu'il faut que je dispose de la source. Et puis le source tout seul ne suffit pas, c'est que derrière, il faut que je transforme ce logiciel dans un langage compréhensible par mon ordinateur de bord. Donc j'ai besoin de toute la pile de gauche. Et donc, tout se pose le problème, c'est qu'il y a 40 ans, je n'ai pas ces informations-là. Donc comme on l'a dit, la partie bas niveau, qu'on appelle le système d'exploitation serveur, maintenant des techniques qu'on appelle d'émulation. Donc on simule cette partie-là parce que c'est des parties qui sont assez difficiles, on va dire, à retrouver, parce que souvent c'est du hardware. Mais la partie d'au-dessus non plus ne sont pas évidentes. Il n'y a pas beaucoup, je pense, de personnes compétentes en langage HAL sur le marché en ce moment. Donc si j'ai besoin de faire de l'évolution, ça ne va pas être évident. Alors, quoi qu'il en soit, il y a toute cette difficulté, donc il faut vraiment se poser la question de ce que l'on veut faire. D'où, en fait, de trouver ce qu'on appelle les exigences d'archivage. Si j'ai juste besoin de conserver mon exécutable à titre de preuve, il n'y a pas grand chose à faire. Souvent, ce n'est pas le cas. J'ai besoin de ce qu'on appelle un besoin de maintenance
sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Donc j'ai besoin de pérenniser aussi mes environnements. Donc comme on a pu voir précédemment, c'est pas forcément facile. Donc il y a des choix stratégiques à prendre. Donc on rejoint un peu la stratégie numéro 1 qu'on a évoquée au début. Donc le plus possible des environnements ouverts, populaires. Donc ne pas prendre quelque chose de plus propriétaire, qui a encore plus de chances qu'il y ait du mal à trouver, on va dire, à retravailler dessus 10 ans, 20 ans après. Comme on l'a dit, on peut soit émuler des environnements, mais il arrive, nous on a ça aussi, on a des musées où dedans on a des PC, des serveurs qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans, dans des systèmes d'exploitation qui n'existent plus. Et on prie pour que la carte ne grille pas quand on met le courant, parce que on n'a pas de, comme on dit, de spare, on n'a pas de nouvelle carte, et donc on pourrait être embêté. D'où le besoin, comme on l'a dit aussi, de garder tout ce qui va autour, la documentation, qui permet éventuellement de refaire le logiciel. On en rejoint toujours la stratégie par rapport à l'occurrence, le risque. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il vaut mieux dépenser des sous avant pour archiver, de faire des choses propres dans des standards, ou on se dit a priori le risque est faible au niveau de l'occurrence, et donc on préfère dépenser que si ça arrive. Donc voilà, donc ça c'est des choses qui ne sont pas forcément simples et qui demandent beaucoup d'études en amont, surtout que on est sur des développements de plus en plus de l'informatique est partout, donc vraiment se poser ces questions-là pour préparer les archivages dans le futur. Voilà. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nathalie. Je voulais vous remercier pour la qualité de cette présentation très didactique et pédagogique. J'ai vu dans vos différentes stratégies, il me semblait qu'il y avait deux points que je n'ai pas vus. Et ils sont en relation avec ce qu'a évoqué M. Caprioli. Moi, c'est Agustin. Monsieur Agustin. Monsieur Agustin. Excuse-moi. Pascal. C'est plus simple. Normalement, tu peux m'appeler Pascal, hein, tu sais, on commence à se connaître. Non, mais je sais, mais j'ai pas. Donc, en fait, l'IA Act, l'IA et le Data Governance Act qui vont nécessiter le tag de données, c'est-à-dire les catégories de données. Le Data Governance Act va se concrétiser déjà dans le fameux futur règlement sur les services de paiement et pour FIDA, c'est-à-dire qu'on aura l'utilisateur aura un dashboard où il pourra lui-même choisir les catégories de données qu'il va échanger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites appel à des services d'agrégateurs de services de données, ce n'est plus du web scrapping, c'est du scrapping sécurisé, mais c'est du scrapping quand même, puisqu'il récupère toutes vos données, même des données sensibles. Donc demain, c'est les catégories de données. Donc il faut trouver des tags, et pour l'IA, c'est pareil, il faut des tags pour pouvoir, quel que soit le format, dire qu'est-ce que la donnée, elle concerne quoi. Il y avait cette question-là. Et tout ce qui est archivage également, on a également la problématique de la conformité à la directive CSRD par rapport au rapport sociétal et environnemental des entreprises. Donc quelle est la stratégie par rapport à l'archivage pour pouvoir diminuer notre empreinte environnementale? Voilà les deux questions que je voulais soulever. Moi, je dirais par rapport au tag, en fait, c'est intéressant ce que vous dites parce que je pense qu'effectivement il ne suffit pas d'archiver de la donnée, il faut correctement indexer la donnée. Donc en fait, il faut intégrer effectivement ces exigences de taguer ou de classifier, on l'appellera comme on veut, ou classer pour arriver à des collections de données. Je pense qu'on peut l'identifier sur les données unitaires, on est plutôt sur la collection de données en se disant effectivement je peux y accéder ou pas, donc voilà comment j'y répondrai. Sur l'IA, j'ai un peu plus de mal à voir techniquement comment on va le faire. Parce qu'en fait, on va être sur des. Dans l'IA, on ne parle pas de données à proprement dit, c'est-à-dire en fait ce qu'utilisent les LLM, en fait, les modèles de langage au terme de l'IA, ce sont des données statistiques en fait. Il n'y a pas de mots, il y a des poids de mots dans des contextes. Comment mettre un tag là-dedans, je vous avoue, je ne sais pas. Il y a des moyens. Il y a peut-être des moyens. Par contre, ce qui est important d'archiver, d'ailleurs c'est un sujet, on avait hésité à le mettre dans le guide de comment archiver les données liées à l'IA. On a plutôt abandonné le sujet pour le moment.
parce que déjà c'est pas possible, parce que ce sont des systèmes vivants, c'est de l'intelligence, donc ça vit en permanence, et archiver des états d'IA en permanence, ce serait une illusion, c'est pas possible. Ce qui est important, c'est axé sur l'archivage de la démonstrabilité derrière l'IA. C'est-à-dire, il y a des résultats démontrables, d'autres qui sont moins, ça dépend des technologies. Je pense qu'il est important, c'est mettre le focus sur comment j'archive, pourquoi pas les résultats, mais surtout la logique et la démonstrabilité du résultat qui ont été derrière. Il ne faut pas essayer d'archiver du LLM ou même des RAG ou des choses comme ça sert à rien. Enfin, ça va être pharaonique et personne ne saura l'exploiter derrière, techniquement. Et sur votre deuxième question, c'est sur la conformité des grandes entreprises au rapport sociétal et environnemental, la directive CSRD, et donc l'archivage dit naturellement stockage de données dans des serveurs qui sont consommateurs d'énergie. Donc là aujourd'hui, est-ce que vous avez envisagé de traiter également, parce que la stratégie, elle doit prendre en compte pour les grandes entreprises, elle doit obligatoirement prendre en compte ces stratégies. Vous avez raison d'en parler, j'en ai pas parlé effectivement, c'est pas une stratégie sur les offres de stockage qu'il y a derrière. On peut envisager différents niveaux de services de stockage. On va parler de stockage chaud, stockage froid, il y a plein de grades intermédiaires. C'est-à-dire que plus vous allez diminuer votre niveau de service, je dirais presque vous cliquez, vous attendez 24 heures avant d'avoir votre document. Là, c'est-à-dire que derrière, il y a des systèmes de bande. Alors, est-ce que les systèmes de bande ont de l'avenir? Aujourd'hui, je ne sais pas trop, parce que ça demande une certaine maintenance. Mais ça va être complètement transféré, c'est-à-dire qu'en fait vous appelez une offre de service dans le cloud et derrière il y a peut-être des milliers de robots de bande mais vous ne voyez pas et c'est l'opérateur qui va maintenir. Et là effectivement il peut y avoir des rapports en termes de coût, voire de consommation d'énergie qui sont vraiment moindres. Voilà. Aujourd'hui le stockage ne coûte pas si cher que ça en énergie. En énergie je parle. Ce qui coûte cher en énergie c'est les puissances de calcul et les réseaux. En fait vous avez des systèmes de disques durs, à partir du moment où ils ne sont pas sollicités, ils consomment rien. Notamment dans des systèmes de stockage froid basés sur des masses de capacité de stockage assez peu nombreuses. Vous avez les réponses, mais je pense que c'est des thématiques qui est important à creuser. Mais c'est directement lié à la pratique du coût en fait. Hein. C'est complètement associé le coût et la consommation énergétique et associé à ça. Moi je rejoins madame, parce que moi je fais partie d'un système, d'un service de conformité d'une entreprise. Et donc ça c'est une véritable question qui va se poser à toutes les entreprises. Et rapidement. Et très rapidement. Si je peux rebondir par rapport à la responsabilité sociétale, déjà si on fait de l'archivage, on fait des gains, parce qu'on a quand même des méthodes, on va faire du tri, enfin moi je bosse dans une entreprise d'ingénierie, on a une volumétrie énorme, j'ai 100 versions d'un plan. Donc si déjà je dis on n'en garde que un, on va avoir un impact qui va se mesurer. L'objectif c'est de montrer qu'on a des objectifs et qu'on réduit. Oui, c'est ça. Oui, mais déjà, si on met des délais, tout ça c'est pas pour garder son temps, c'est en même temps tout. Je rappelle que les archives historiques, c'est 2 à 5% et encore des archives globales de retour. Je le répète tout le temps à tous mes clients. Et ça, on pourra le quantifier. Si on a des bonnes méthodes de travail, on fait le tri et on réduit la volumétrie. Et on gère une durée de conservation. C'est ce que je disais, conservation. Et après, il faut s'assurer que ces dites durées de conservation sont bien appliquées, ça c'est aussi mon travail. Elles le seront mieux que s'il n'y en a pas. Déjà, de toute façon, quand vous avez des contrôles de la CNIL, elle s'assure déjà que vous avez des règles pour la RGPD. Et après que vous les appliquez bien, les deux. Je te donne le micro pour les questions. Moi, je peux vous parler aussi d'un cas que quelqu'un connaît dans la salle. C'est un organisme qui a trouvé une solution qu'on emploie rarement. Il s'est dit pourquoi archiver d'un côté, alors là on est sur du document, hein, pas sur de la donnée, mais c'est une entreprise qui gère 100 millions d'échanges par an en moyenne, et qui s'est dit pourquoi archiver donc un document dans mon SAE pour sa pérennité, en cas de problème, pour ma direction juridique, et avoir ailleurs le même document, une facture par exemple, à disposition de mes clients sur son intranet. Donc moi je vous parlais tout à l'heure de un peu plus de 20 millions de clients, 20 millions de clients, fois 12 mois, fois 10 ans de conservation, bon, ben, ça fait un certain nombre de documents. Cet organisme s'est dit, eh ben, c'est stupide, on va ne garder qu'un seul exemplaire, et tout le monde ira taper sur cet exemplaire. Donc ça aussi, ce sont des pistes qu'on ne creuse pas assez, malheureusement, dans nos entreprises. Via une URL. Via une URL.
Ouais. Donc, il y a des DID de documents. Alors, il y a deux types sur ce cas-là. En fait, il y a deux choses. Il y a le client qui a sa plateforme, son espace personnel, et il accède à ses documents, et les documents sont dans le SAE. Il y a ce principe-là. Et il y a aussi les organismes verseurs qui utilisent les documents, qui, eux, récupèrent l'URL dans leur outil métier et accèdent au document qui est dans le SAE via l'URL de leur outil métier. D'autres questions? Moi, j'ai peut-être une. Si je comprends bien, j'ai juste une question là-dessus. Si je comprends bien, ça évite le doublon dans un autre système. Voire même triplon des fois. Oui, non, mais c'est ça. Plus, hein, on a un seul exemplaire pour tout le monde. C'est ce que j'essayais de voir le gain. Ouais. Bien, et on le met dans l'endroit où il va garder sa vocation probatoire, puisque c'est ça qui est le plus fort. Et qui ne coûte pas forcément le plus Il cher. faut des solutions web 3 décentralisées, très sécurisées pour ça. C'est ce qu'on appelle des DID documents. C'est ça, il faut mettre les moyens sur le SAE. Moi j'ai aussi une question sur les aspects. Il veut pas. Il y a deux micros. Oui, non, c'était juste pour revenir sur les aspects normatifs. On a parlé un peu des textes réglementaires autour de l'archivage de la donnée. Mais à l'instar de la norme sur l'archivage documentaire, est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il est prévu une norme sur l'archivage des données? Ou pour le moment c'est trop tôt et il n'y a pas de sujet autour de ça? D'un point de vue normatif, déjà, vous allez avoir des éléments qui vont se retrouver. Alors, d'un point de vue normatif, je n'ai pas forcément l'info. Lorsque je vous parlais de ça, je pensais aux actes délégués de la Commission par rapport à différents éléments autour de la conservation et de l'utilisation des données. C'est pas juste sur le stockage, c'est qu'est-ce que je peux faire des données. Ça, on va l'avoir. Mais sur le stockage proprement dit, sur les volets normatifs, les normes existantes, je n'ai pas forcément l'info. En fait, on va vite être dans les normes de sécurité des systèmes d'information. On va être, oui, puisqu'en fait, on va retrouver les critères des ICT, là, donc, classiquement, qu'on peut transposer à l'archivage. Donc, c'est ça qui nous permet de le faire. On peut avoir des initiatives un peu plus sectorielles. Par exemple, en ce moment, au niveau Europe, ils travaillent sur les Digital Product Passport. L'idée, c'est d'avoir justement une interopérabilité sur les données relatives aux produits, dans un objectif de pouvoir les recycler, d'avoir les informations de recyclage, mais également de revente, par exemple, de données sur une voiture, sur une batterie, sur des choses comme ça. Donc là, ils sont en train d'élaborer un corpus de normes sur savoir comment je préserve ces données, je les maintiens intègres et je sais les interopérer dans le temps. Parce qu'il y a des changements de propriété de la donnée pendant le cycle de vie du produit. Et c'est des choses assez spécifiques sur des domaines, en fait. Et je pense qu'il y en a dans le paiement, on en a parlé tout à l'heure, il va y avoir le notariat, enfin, il va y en avoir un peu dans tous les domaines. Il y a quand même la réglementation EIDAS qui va définir ce que c'est qu'un archivage électronique de données ou de documents, au sens large. Oui, et pour dépasser la préservation de longue durée, long terme, et la longue durée, c'est pas simplement 50 ans, c'est simplement le fait, par exemple, qu'on a un chiffrement qui tombe, comme la clé RSA par exemple, tout simplement, une clé de 2048 qui tombe, il faut peut-être... Donc là, il y a un gros travail sur la préservation de la donnée et de sa confidentialité avec des méthodes de chiffrement à l'état de l'art. Et vous avez un projet au niveau de la DIGIT d'inclure un service de e-préservation basé sur de l'ERDS. C'est un standard qui permet, une sorte d'arbre de Merkel, qui permet de faire en fait, du stamping à H avec différentes... Là, sur le service d'archivage qualifié à l'IDAS, c'est pas vraiment focus données, c'est plutôt focus document. Ah, les deux, ils ont changé. C'est écrit. Ce qui est écrit dans le règlement. Ce que je vous dis, c'est ce qui est écrit dans le règlement, vous avez raison, c'est les deux. Dans la norme qui est en train d'être élaborée, qui n'est pas encore sortie, c'est très focus document. Oui, mais ça, la norme, est-ce que l'acte en tout cas, elle prévoit les deux et normalement, il doit y avoir un acte d'implémentation qui doit traiter les deux. Effectivement. On ne peut pas traiter que la partie document. Ce qui est important dans l'IDAS, par contre, de comprendre, c'est que la confiance, elle est aussi basée sur la capacité de préserver les données des tiers de confiance eux-mêmes, quand bien même il n'existe plus. Donc il y a une forme d'assurance, c'est pour ça qu'il y avait le service d'archivage des signatures. Ça intègre là, c'est comment je vous garantis qu'en cas de défaut de votre tiers de confiance, je peux quand même accéder aux données qui ont permis par exemple de produire une signature. Mais c'est pas que ça, c'est bien plus large que ça.
Oui, Et normalement, ça doit couvrir l'ensemble archivage de données et de documents, avec un objectif de préservation au-delà de la durée technologique. C'est pas simplement 50 ans. Vous avez une clé de chiffrement qui tombe, vous passez au post-quantique, comment vous faites pour être sûr que vos données soient tout le temps et avec la traçabilité de cette préservation? Mais c'est enfin, on dit, autant, comme le disait Chantal, l'archivage des documents est assez bien maîtrisé, mais pour moi, l'archivage des données, on est encore sur un terrain exploratoire. Je pense que c'est pas encore mature, qu'effectivement, tous les moyens, des dispositifs techniques qui n'existent pas encore partout. Là, c'est de la théorie qu'on vous présente. Derrière, je pense qu'il y a d'autres cas d'usage, il y a encore des méthodes, des outils à mettre en œuvre. C'est encore un terrain exploratoire. Et juste pour la petite anecdote, il y a eu plusieurs versions du règlement IGAS où il y a eu archivage des documents et des données, archivage des documents, etc. etc. On s'est retrouvé sur une problématique du scope. Donc là, on se retrouve effectivement avec la dernière version de l'acte d'exécution qui fait la part belle au document plutôt qu'à la donnée. Mais à voir. Tu l'as eu alors cet acte, parce que c'est un projet d'acte d'implémentation, tu ne peux pas l'avoir. Ce ne sont pas les droïdes que vous cherchez. Allez, circulez. J'aurais juste une remarque sur ce qu'a dit Hervé. En effet, c'est un nouveau, c'est un domaine encore qui est encore à explorer, etc., l'archivage des données. Mais ce qui est rassurant en tant qu'archiviste, c'est que finalement, au départ, les questions qu'on se pose, c'est les mêmes que pour l'archivage de documents. Et donc ça permet à nous, archivistes en entreprise, face à des informaticiens qui partent tout de suite sur la question de format, l'immigration, etc., de pouvoir vraiment repartir de la base. C'est quoi l'usage? C'est quoi les enjeux? Voilà, tout ce qu'on a vu au départ, en fait. Et ça, je trouve que c'est très bien pour ça. Ça permet de faire un bon départ. Et après, évidemment, il va y avoir plein de solutions techniques, mais il peut y avoir des solutions techniques très différentes selon les entreprises elles-mêmes, en fait, finalement. Donc, et selon les réponses aux questions. C'est ça. Et écoutez, je pense que nous pouvons désormais clore ce moment et je vous propose de nous retrouver autour d'un verre si vous avez des questions complémentaires par rapport à ce beau sujet que celui de l'archivage des données. Comme vous l'avez compris, c'est un sujet exploratoire et nous avons beaucoup de chance de pouvoir partager ces moments justement d'exploration dans le temps, pour reprendre la métaphore de bac de